Digital Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le groupe de pression Véranda Muchanga Beni au Nord Kivu condamne les massacres des civils à Beni et dans l'Ituri par l'armée rwandaise. Véranda Muchanga dénonce en même temps l'occupation de la majeure partie du territoire de Rutshuru par le M23. Massacre des civils dans le territoire de Djougou et autres crimes par les milices, la cour militaire de l'Ituri annonce l'ouverture des dossiers judiciaires. 24 personnes sont visées, parmi elles des membres des milices Codeco et Zaïre. Le mandat d'arrêt a été lancé samedi 17 juin 2023, a dit l'auditeur supérieur que vous écouterez dans ce journal. Gabon RDC, c'est la grande affiche de ce dimanche, 5e journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2024. Bonne prestation des Léopards avec un gardien de but phénoménal. La RDC impériale est allée battre le Gabon chez lui. Merci d'être avec nous pour cette édition de journal. Merci de nous retrouver. C'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. 2-0, victoire de la République démocratique du Congo face au Gabon qui se remet pratiquement en course pour une qualification à la 34e édition de la CAN. Première réalisation sur un corner
botté par Maswaku à la 34e minute et Chibola de la tête bas but de la République démocratique du Congo, 1-0. Et le score restera inchangé jusqu'à la pause. Revenu après les vestiaires, la République démocratique du Congo maintiendra le suspense. La pression gabonaise sera toujours maintenue, mais comme vous le voyez là, Sébastien Desabre procédera à quelques changements, notamment avec la montée de Fiston Mayele, joueur de Young Africa de la Tanzanie. Servi à la 83e minute, Fiston Mayele ira battre sur une belle frappe le portier gabonais, 2-0 que vous êtes en train de voir être célébré là. En entendant donc le match Soudan-Mauritanie de la 5e journée, le 20 juin prochain. La République démocratique du Congo et le Gabon sont en tête avec 7 points, suivi du Soudan 6 points et la Mauritanie dernière avec 5 points. Le groupe de pression Véranda Muchanga Beni de la province du Nord Kivu déplore la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce groupe de pression a, dans une déclaration rendue publique samedi 17 juin 2023, condamné l'occupation de la majeure partie du territoire de Rutshuru par le M23. Véranda Mutsanga Beni, dans la province du Nord Kivu, a aussi condamné les massacres perpétrés contre les civils dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu par l'armée rwandaise qui agresse la RDC. C'est dans une cérémonie d'indignation tenue en siège de Kabalaka, en commune de Moulekera, que les membres de ces groupes de pression ont lu la énième déclaration relative à la situation sécuritaire devant la presse. Ils disent ne pas comprendre comment, sous un régime spécial, le gouvernement congolais ne parvient toujours pas à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et même en finir avec le banditisme urbain à Beni. Face à l'insécurité grandissante caractérisée par le banditisme urbain et les massacres de la population dans les milieux environnants de la ville de Beni, c'est-à-dire dans les territoires de Beni, dans la province de l'Ituri et les attaques à répétition des rebelles M23 dans la zone de Rutshuru. C'est avec force que la Véranda Mutsanga Beni décrit et condamne ces actes qui ne visent que tuer les compatriotes, nos frères et sœurs, nos pères et mamans, sous un silence total du gouvernement central qui se livre seulement à la dénonciation sans passer par des actes, c'est-à-dire finir complètement avec les situations état des décideurs de ces pays. On en a aussi avec toute énergie la montée à puissance du banditisme urbain en ville de Beni sous un régime spécial de l'état de siège avec bateaux aux commandes de militaires et policiers. Comme pour solidariser avec leur leader du nom de Fiston Isambiro, en prison depuis début 2022, les militants de ces mouvements citoyens ont mis des t-shirts portant sa photo, une façon pour eux de rappeler à l'opinion qu'il est innocemment détenu si l'on s'en tient à leurs propres mots. Pour rappel, Fiston Isambiro avait été arrêté pour 2 infractions dont menace d'attentat et provocation à la désobéissance aux lois de la République. Accusation que ses pairs n'ont jamais acceptée. Il le qualifie plutôt de prisonnier politique et sollicite l'implication des uns et des autres pour sa libération. Et dans le même registre, la Cour militaire de l'Ituri annonce l'ouverture des dossiers judiciaires à charge de 24 personnes. Parmi elles, les membres des milices Codeco et Zaïre, ainsi que les auteurs intellectuels des massacres commis contre des civils en territoire de Djougou. Dernier massacre en date, celui du site de Lala, site des réfugiés. Le mandat d'arrêt a été lancé samedi 17 juin 2023, a annoncé le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur supérieur. On l'écoute. Je confirme que le mandat d'arrêt a été lancé
à l'égard des présumés auteurs de différents faits liés à certains crimes qui ont été perpétrés en Ituri depuis une certaine période, donc depuis le mois passé jusqu'à présent. Au total, ils sont au nombre de 24, mais je dois bien préciser. En fait, il y a deux catégories de personnes. Première catégorie, c'est ceux qui sont liés à l'attaque du site de déplacés de Lala. Et il y a des mandats qui ont été lancés, un certain nombre, pas seulement aux exécutants, mais aux auteurs présumés, même auteurs intellectuels. Et nous avons d'autres mandats qui ont été lancés à l'égard de ceux qui sont des tireurs de ficelles et même de ceux qui ont planifié qu'il y ait attaque ou réaction de l'autre partie de UPRDC et Codeco vers l'attaque de Lala. En fait, il y a eu une série d'attaques, comme on le signale par les services de renseignement, et ils ont épinglé, et c'est ce que le gouverneur a signalé par rapport à la rencontre qui s'est passée à Dala. Donc, ceux qui ont cogité cette rencontre, qui ont participé, même ceux qui y ont participé ou donné des idées, en n'étant pas à Dala, mais en étant ici à Bunia ou à Kinshasa, contre eux également des mandats sont lancés. Il y a d'abord ceux qui sont poursuivis pour l'attaque du site de déplacés de Lala. Ceux-là sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et durant les enquêtes, on va bien préciser c'est quelle infraction qui a été visée. Il y a d'abord, c'est vrai, les meurtres, les cas d'homicide, mais on va constater également les pillages ou destructions et autres qui vont être constatés lors de la descente. Et puisque nous parlons de l'Ituri, sachez que Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et candidat à la présidentielle de décembre 2023, qui avait été empêché d'atteindre l'Ituri par l'aéroport international de Ndjili samedi, est enfin arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Au pied de l'avion, comme vous le voyez, il a été accueilli par le maire policier de Bunia, qui lui a interdit toute activité politique et manifestation populaire. Dans ce climat, le candidat président de la République n'a donc pas pu dire quelque chose à la presse présente à l'aéroport. Rien n'a donc filtré sur son agenda, nous renseigne notre permanent à Bunia, Joël Vell. Direction à présent Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où l'usine de fabrication des câbles électriques inaugurée récemment par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a été visitée par une délégation mixte du cabinet du ministre de l'Industrie et Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Le directeur de cabinet du ministre Julien Paluku a indiqué qu'avec cette usine, la province du Haut-Katanga n'aura plus besoin d'importer des câbles électriques. Depuis Lubumbashi, Obed Kambale, notre envoyé spécial. Après son inauguration jeudi dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, l'usine de production des câbles Made in Congo du groupe Mining Engineering Service est immense avec sa capacité de production de 1500 tonnes l'an, a été visitée ce week-end par une délégation mixte Fonds de promotion de l'industrie FPI, cabinet du ministre de l'Industrie, constitué de la présidente du conseil d'administration du FPI, Vicky Katumwa, et du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Jean-Dieudonné Kavessi, ainsi que des experts. Cette délégation a eu droit aux explications sur la chaîne de production fournie par Charles Chibanda, directeur en charge des business et développement de EIMES. Grâce à cette industrie locale, l'espace Grand Katanga n'aura plus à importer des câbles électriques, a fait entendre Vicky Katumwa Mukalai, présidente du conseil d'administration du FPI. Je suis très satisfaite de voir que le projet que nous avons appelé à porter le fruit. Vous voyez devant des câbles qui sont déjà prêts pour la vente, qui sont déjà emballés, et c'est tout pour le Congo. Ça donne la fierté d'être chez nous au Congo et de vendre nos produits aussi, de participer à l'importation de nos produits et de les vendre à l'extérieur. Nous saluons les efforts qui sont faits par notre ministre des Tutelles, M. Julien Paluku Kaongia. C'est lui qui nous a amenés à financer ce projet. En tout cas, il n'avait pas perdu son temps. Pour Jean-Dieudonné Kavessi, directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, l'élancement de la production des câbles Made in Congo consolide davantage la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation à travers la République démocratique du Congo. Signalons que le coût global de ce projet est de 8 millions de dollars américains.
Nous allons rester à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Vous le savez, Lubumbashi a abrité les travaux du DRC Mining Week, des travaux qui ont suscité de la polémique à cause de la distribution des sacs aux couleurs LGBT. Voilà qui avait même causé des soulèvements de la part notamment des mouvements citoyens. Et le gouvernorat provincial du Haut-Katanga a dû intervenir pour retirer les sacs incriminés. Didier Mumba nous en parle. Des sacs à dos abordant les drapeaux arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et transsexuelle dite LGBT, distribués aux invités et aux visiteurs de la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs. Cela a suscité une grande clameur publique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Haut-Katangais se sont dit scandalisés par cette promotion contraire aux us et coutumes locales. Saisi par ces malaises sociales, le gouverneur Jacques Aboula Katoué a convoqué les responsables du VUCA Group, la société sud-africaine qui organise la DRC Mining Week. Depuis 16 ans, les directeurs du Pullman Grand Caravia Hotel, lieu qui accueille l'événement. Jacques Aboula Katoué a été ferme quant au respect de la Constitution et des lois congolaises. David Dashdown, CEO de VUCA Group, s'explique. Les sacs contestés seront complètement retirés de la circulation. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs. Nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. Présente à cette réunion, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, a condamné une attitude contraire aux lois de la République. Par rapport à la Constitution ainsi qu'au Code de la famille, le mariage est constitué d'une femme et d'un homme. Je ne dis pas d'une femme ou d'un homme, non. D'une femme et d'un homme. Nous respectons ces dispositions constitutionnelles et légales. Et pour le ministre provincial des Mines, Toto Tchansa, la DRC Mining Week reste une opportunité d'affaires dans les secteurs des mines. Il condamne également l'incident des sacs arc-en-ciel. À travers DRC Mining, on parvient à concilier les demandes faites par les miniers et les offres. Donc, il y a un incident malheureux qui s'est passé, ça appartient au passé. Le gouverneur, dès qu'il a été saisi, il a appelé les organisateurs. Et nous venons d'une réunion où les consignes fermes ont été données. Les organisateurs vont retirer toutes les couleurs qui ont trait au gay. Les organisateurs s'engagent à respecter scrupuleusement les lois de la République. Pour rappel, la DRC Mining Week, des plus grandes rencontres annuelles de tous les intervenants du secteur minier. Elle est à sa 16e édition. Les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga y participent comme invités. Quittant la province du Haut-Katanga et retour en province du Nord Kivu pour parler cette fois-ci de ce geste de bienfaisance de l'honorable Janine Katasoire avec sa fondation Umoja Ninguvu, FAN en sigle, qui a procédé à la distribution de motos 64 en tout aux membres de sa fondation qui ont rempli les conditions pour acquérir ces engins. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 18 juin 2023 même à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Delphin Sindani y était. C'est après une caravane motorisée des bénéficiaires sur les artères principales de la ville commerciale de Butembo que tous les participants se sont réunis à l'espace Rouk pour la cérémonie proprement dite. Avant la remise des 64 motos aux bénéficiaires membres de la fondation Umoja Ninguvu Fan en sigle, son coordonnateur, M. Tembo Dati, a expliqué comment fonctionne cette organisation. FAN est semblable à un grand oiseau avec deux ailes, une pour le développement. Alors, pour mieux voler, il nous faut une deuxième aile, celle de la politique. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'honorable Janine Katasoire, députée nationale et présidente de la fondation Umoja Ninguvu.
Nous nous sommes décidés, nous allons vous réélire et nous représenter encore à l'Assemblée. Mais nous recommandons qu'après vous avoir élu et que le président vous hisse au rang de ministre. L'honorable Jeanine Katasoire veut voir sa fondation s'élargir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et appelle à une adhésion massive même pour les Kinois. Tozali fondation umoja ni nguvu. Ezali fondation tozali ko lutter muke na ndenge na biso na chômage. Tozali kopesa ba moto po mutu akoma wewa abanda musala na ye. Tozali kosala crédit rotatif ya ba moto wana. Tokofandisa bilenge bakoyi kozala zomi bapesaka moko na moko $1 na ye. Tuka ya sanza misatu tozali komona bakokisi combien po ete tosombela bango moto akoma wewa. Activité ya lelo ezalaki tozo remettre 64 moto na 64 bénéficiaires. Tozali pe kopesa ba semence po ete mutu alona asala elanga na ye, alona pomme de terre, akoyi kolona madesu, akoyi kolona masango po ete azwa musala. Soulignons que c'est sur un sentiment de satisfaction que s'est clôturée cette cérémonie de remise des 64 motos. En dehors de la République démocratique du Congo, en Afrique, nous nous rendons au Mali où la population est en train de se décider pour dire oui ou non à la nouvelle constitution sous la junte. Plus de 8,4 millions d'électeurs étaient devant les urnes ce dimanche. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Blanchard Baïmbé pour le commentaire. Les électeurs et électrices maliens ont été appelés ce dimanche 18 juin à se prononcer par référendum sur une nouvelle constitution. C'est la première fois qu'ils votent sur l'avenir de leur pays en crise depuis l'avènement des militaires en 2020. Une première étape qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février 2024. Environ 8,4 millions d'électeurs ont été appelés à choisir. Pour plus d'efficacité et rapidité, les votants avaient comme choix entre un bulletin blanc indiquant qu'ils soutiennent la nouvelle constitution et un bulletin rouge pour dire non au nouveau texte. Parmi les changements apportés par la junte par rapport à la nouvelle constitution de 1992, les votants décideront d'accepter ou non le renforcement du pouvoir du président de la République. Les détracteurs de ces projets décrivent comme taillés sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2023, malgré leur engagement à rétrocéder le pouvoir aux mains des civils après les élections de 2024. Pour ces premières élections organisées par le militaire depuis le coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, en août 2020, il y a plusieurs défis à relever. Parmi les défis, il y a l'organisation des scrutins référendaires sur tout le territoire national. Et bienvenue dans la page rétrospective. Et nous allons commencer avec ce grand événement, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui, vendredi 16 juin 2023, a organisé une réunion autour de lui, les membres de sa famille politique, le Front commun pour le Congo. C'est une adresse qui est très attendue car Joseph Kabila Kabange promet de s'adresser tout prochainement à la population et à la nation. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a invité ceux qui aiment encore le pays à la résistance. Suivez. Ce sont les mots forts plus que son silence. Ce vendredi, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a appelé sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il est engouffré. Et ce n'est pas tout. Le président honoraire de la République démocratique du Congo a annoncé son intention de s'adresser dans les tout prochains jours à la population congolaise. Un message qui est attendu impatiemment par tous car beaucoup ont eu à réclamer sa parole.
C'est lui que le Congolais appelle affectueusement Chinarambo ou encore le recteur de l'université de Kara va rompre le silence. Il l'a fait savoir lors d'une réunion qu'il a tenue ce vendredi en sa ferme privée de Kingakati avec une frange de sa famille politique. L'objectif de cette réunion hautement stratégique était de fixer sa famille politique sur les questions d'actualité. Samedi 17 juin 2023 devrait avoir lieu un meeting au terrain Sainte-Thérèse de la commune de Njili par l'opposition représentée par les grands leaders Matata Pogno, Délice Sanga, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Eh bien, ce rendez-vous a été annulé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Gobila, qui l'a renvoyé au 24 prochain, alors que le 24 juin sont prévues d'autres activités sur la ville. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vient une fois de plus de frapper. Le meeting des 4 leaders de l'opposition prévu samedi 17 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa est annulé. Et Gentili Gobila l'a clairement notifié. D'après le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une autre organisation avait déjà réservé cette place Sainte-Thérèse pour ce même samedi 17 juin 2023. D'où l'exécutif provincial impose un report. Mais ils sont déjà nombreux à penser que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa veut tout simplement saboter ce rendez-vous de l'opposition. Car le 24 juin 2023, que Gentili Gobila propose comme jour de tenue de meeting à Sainte-Thérèse, connaîtra un autre grand événement dans la ville-province de Kinshasa, le concert de l'illustre musicien Ferregola au Stade des Martyrs. Et d'après d'autres indiscrétions, un autre événement aura lieu par la plus haute autorité du pays, à Kinkole. Reste à vérifier. D'ores et déjà, pour les membres des partis politiques appartenant aux 4 leaders de l'opposition, c'est décevant, mais ils prennent acte. Nous condamnons cette façon de faire, puisque cette façon de faire ne reflète en rien le bien-être ou le principe de la Constitution congolaise. Mais nous également, nous, Ensemble pour la République, avec nos partis frères, notamment LGD, SID et Envol, nous ne leur accorderons plus l'occasion de créer des mêmes situations qu'ils ont créées le 20 mai passé, où vous avez constaté avec nous tous, nous avons condamné les bavures policières. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait développer des concepts pour l'objectif principal, c'est qu'il n'y ait pas, ils ont peur de l'opposition, ils ont peur puisqu'ils n'ont plus de discours et qu'aujourd'hui l'objectif principal pour eux, c'est de créer des situations devant nous empêcher de ne pas œuvrer. Nous n'allons pas nous décourager. Ce n'est pas la première fois qu'un grand rassemblement de l'opposition est reporté par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Gobila. La marche du 20 mai, fortement reprimée, était également un report car cet événement était initialement prévu par les organisateurs le 13 mai 2023. Élément de reportage que nous vous avons proposé vendredi, jour où le gouverneur Gentili Gobila avait décidé d'annuler ce meeting de la place Sainte-Thérèse. Eh bien, la semaine qui s'est achevée, le Parlement est allé en vacances parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Les députés nationaux et les élus des élus ont clôturé la session ordinaire de mars 2023. À l'Assemblée nationale, ces procès-verbaux ont été adoptés pour invalider des députés absentéistes d'après le bureau Mbosso, mais également ceux qui sont décédés et qui ont été remplacés par leurs suppléants dont les procès-verbaux ont été adoptés à la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Et au Sénat, Modeste Bahati, dans son mot de clôture, a invité les sénateurs à être à l'écoute des populations pour que les solutions à leurs problèmes soient trouvées par les instances habilitées. La session de mars qui s'achève au Sénat était riche en production législative avec le vote de 18 projets et propositions de loi, 6 questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Modeste Bahati, a brossé le tableau de la situation générale du pays, marqué entre autres par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le conflit entre les communautés Teke et Aka à Kwamut. En parlant des élections, Modeste Bahati a félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai à la disposition de la CENI l'importante loi relative à la répartition des sièges. Je souhaite à tous et à chacun de nous
un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Les sénateurs ont aussi voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, ainsi que les rapports des commissions permanentes, parmi lesquelles le rapport sur le projet de loi présenté par la commission mixte infrastructure et Ecofin relatif à la création de la taxe de la promotion de l'industrie, le projet de loi portant l'ordre national des géologues, le projet de loi portant création et organisation de l'ordre des sages-femmes, et le rapport synthèse des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Une autre matière importante adoptée au cours de la plénière, le projet de loi d'habilitation du gouvernement présenté par le ministre d'État au développement rural François Roubota. Cette loi permettra au gouvernement de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter le Parlement. Ces matières sont par exemple la loi sur la prorogation de l'état de siège, la loi sur le crédit bail, la loi sur les régimes des zones économiques spéciales en RDC et celle relative au tribalisme et au racisme. Il convient de noter que les élus des élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi des finances publiques en présence du ministre du Budget, Aimé Boji, accompagné de son vice-ministre. Clôture de la session ordinaire de mars 2023, intervenue jeudi 15 juin 2023. Le même jeudi 15 juin 2023 ont été lancés et ont débuté les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Épreuve lancée à Kinshasa dans la commune de Mongafula par le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba. Retour sur le lancement de ces épreuves qui se sont étalées sur 2 jours, soit de jeudi 15 juin à vendredi 16 juin. C'est ici, à l'école Sainte-Rita, établissement situé dans la commune de Mongafula, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a officiellement lancé la 2e édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Dans son discours, le professeur Tony Mwaba a souligné que ces épreuves vont permettre à la RDC de dégager le profil psychologique de chaque participant afin de l'orienter selon ses aptitudes ou intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel. Les TENASOSP, faut-il les rappeler, permettra à la RDC de dégager les profils psychologiques de chaque participant, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes, ses goûts, ses intérêts, vers les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Au collège Boboto, dans la commune de la Gombe, ces épreuves se sont déroulées dans le calme et la sérénité. En témoignent ces bleus-blancs rencontrés au sortir de leur examen. C'est bien passé. On était avec le professeur, on nous a interdit les calculatrices, on ne les a pas utilisées en fin de compte, et puis on nous a donné le premier examen. Tout ce que nous avons vu là-bas, nous les avons déjà vus en classe. On était déjà préparés pour faire ça. Même que je peux dire que je n'ai pas révisé, mais je sais que j'ai réussi. Parce que tout ce qui était là-bas, j'avais les matières en tête et tout, et puis ça s'est bien passé. Au total, 1 572 235 candidats repartis dans 5 276 centres, dont 2 hors frontières, à savoir à Luanda et à Cabinda en Angola, prennent part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base instituée en 2022. Et cette semaine qui s'achève avait très mal commencé car lundi, nous vous avons montré le massacre perpétré au site des déplacés de Lala, territoire de Djougou, province de l'Ituri, forfait imputable à la milice Codeco. Au moins 40 déplacés ont été tués. L'armée a parlé d'un sabotage du processus de paix en cours dans la région. Joël Vell, notre permanent en Ituri, nous a présenté ce reportage lundi 12 juin. De mal en pire, la situation sécuritaire en province de l'Ituri dégénère. De civils, de nouveau massacrés à la machette et en armes à feu. Selon Désiré Malodra,
président de la société civile locale, au moins 46 personnes, dont 23 enfants, ont été tuées et 7 autres blessés dans les sites de déplacés de Lala, à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, en territoire d'Ndjougou. Attaque attribuée à la milice Codeco entre 2h et 3h du matin de ce lundi, a dit le chef de la chefferie Bahema Badjéré, qui avance. Un bilan provisoire des 41 morts, plusieurs abris incendiés et de bétail emporté. Richard Deda déplore l'intervention en retard de militaires dont la position est située à 3 km du lieu des crimes. S'exprimant suite à ce carnage, le porte-parole de l'armée en Ituri qualifie de sabotage cet acte. Le lieutenant Jules Gongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés. Cette situation a occasionné un déplacement massif de civils, à moins d'une semaine de la signature de l'accord de paix pour la cessation des hostilités par 4 groupes armés dont Codeco. L'Ituri reprend sa robe de sang avec plus de 50 morts. Voilà pour la rétrospective de la semaine. Je rappelle la grande actualité de ce dimanche. La République démocratique du Congo est allée s'imposer au Gabon. 2-0, les Léopards qui remportent donc une victoire précieuse dans la course à la qualification pour la CAN 2024. 5e journée que les Léopards ont joué en déplacement et occupent provisoirement la tête du classement dans leur groupe ex-aequo avec le Gabon en 7 points. Voilà qui vient terminer cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de programme sur notre antenne. Digital Congo, la télévision numérique.